Et ce matin, comme je vous l'annonçais précédemment, j'ai l'immense plaisir d'accueillir en studio David Onona. David, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, shalom Lise. Alors, David Onona, vous êtes docteur, vous avez plusieurs doctorats, vous êtes instructeur de plongée à Eilat, rien que de le dire, ça me fait rêver. Vous êtes archéologue, vous êtes spécialisé en tant qu'archéologue dans le vol d'antiquités et vous organisez également avec des jeunes français, israéliens, quand c'est possible, et de toute façon, vous nous expliquerez comment, des voyages mémoriels. Donc, beaucoup de cordes à votre arc et nous sommes aujourd'hui, on va un petit peu, vous allez nous faire rêver, on profite de votre passage à Paris pour nous parler un petit peu des coraux d'Eilat. Mais juste avant, je voudrais vous dire que plusieurs associations sont avec vous et viennent de vous recevoir à Paris, entre autres Israël Archéologie qu'on salue, il y a Memories Foundation, Ocean Citizens, Israël Archéologie et Shoah et Mémoire. Alors, vous venez de donner plusieurs conférences chez nous et des conférences avec beaucoup de succès, des gens motivés. Alors, racontez-nous un petit peu, quand on ne peut plus aller en Israël, le temps nous paraît très long, qu'est-ce qu'on vous demande sur Israël, par exemple? Alors, classiquement, il faut dire qu'effectivement, les Français souffrent de la distance avec Israël. Beaucoup n'ont pas été dans le pays depuis 2 ans et demi. C'est long, c'est difficile. Ceux qui peuvent venir, vous le savez, c'est parfois dans des conditions un peu dramatiques, de la famille malade, etc. Et Israël manque, le soleil nous manque, le désert nous manque, Jérusalem manque aux gens, et Eilat également. Et ce qu'on m'a demandé, par exemple, dans ce voyage, c'est de faire ce dont on va parler aujourd'hui, à savoir, Eilat est connu comme un site de villégiature, aux portes, bien sûr, de la mer Rouge, dans le golfe d'Aqaba. Les gens viennent s'y reposer, mais sous la mer, il y a un refuge incroyable pour les coraux, qui sont une des richesses du pays, une importance pour la planète, et les gens ne connaissent pas ça. Et donc, dans la fondation Ocean Citizen, qui appartient au fonds de dotation aux Memory, on a développé un certain nombre de programmes éducatifs, sociaux, culturels sur les enfants et les adultes pour faire connaître finalement quelque chose que peu de gens connaissent, à savoir cette richesse incroyable. Les sous-sols d'Eilat, on peut dire ça comme ça? Oui, on peut dire que sous la mer, sous la Grande Bleue, se cachent des coraux. Et, sur la mer Rouge appartient à l'océan Indien. Et les gens ne savent pas, mais l'océan forme une seule masse marine. Quand on regarde la planète Terre et qu'on la regarde depuis, par exemple, l'espace, on voit une planète bleue, 72%. C'est vrai. 72% de la planète couverte de bleu, d'océan. Et l'océan Indien donc, est l'un de ces océans, et la mer Rouge est née de cet océan Indien avec 2 bras, un qui monte vers Aqaba, un doigt qui monte vers Aqaba, c'est un bras qui monte vers le nord, et un doigt qui va vers Suez. Et dans ce bras, on trouve des coraux. Ce sont les coraux qui sont le plus au nord, par rapport à l'axe des tropiques. Normalement, les coraux vivent entre 18 et 22, 23 degrés. Et ces coraux, vous le savez, l'océan, vous le savez, est malade. Il est malade de la pollution, il est malade du plastique, il est malade de la surpêche. Et on ne devrait pas trouver des coraux aussi au nord de la planète, puisque à Eilat, on est 200, 300 km au nord de ce tropique où on trouve la plupart des coraux. Et le secret des coraux d'Eilat, on va en discuter, c'est qu'ils sont hyper résistants, ce qui est une surprise pour les chercheurs. On a un centre de recherche à Eilat, interuniversitaire. Il y a des gens du Technion, il y a des gens de la biologie, il y a des gens qui s'occupent de géologie. Est-ce que c'est le centre qui est un peu excentré en allant vers la frontière égyptienne, avec ces immenses aquariums et puis les visites qu'on peut faire sous la mer, etc., qui est juste fascinant? Quand on va effectivement vers Taba, en Égypte, dans la frontière, on est sur la partie sud d'Eilat. On a à peine 4 km depuis les accords de paix. La plupart de la côte a été rendue à l'Égypte, mais on a 4 km de côte qui sont une Shmorat Teva d'ailleurs, qui sont une réserve naturelle. Et il y a un élément que tout le monde connaît, c'est l'observatoire sous-marin avec ce bâtiment blanc. Et effectivement, on peut descendre sous terre au sec et descendre à 6 mètres et voir des poissons multicolores, des raies, des dauphins et le célèbre Nemo que veulent voir tous les enfants quand je les prends faire une plongée. Ce qu'on voit aussi, ce sont des coraux. Et les coraux conditionnent la vie du riff corallien. C'est-à-dire que leur bonne santé influe directement sur nous. Alors, peut-être un chiffre pour les gens qui nous écoutent. Et quand on respire, Lise, toutes les 2 respirations, on le doit à l'océan. C'est-à-dire que la production d'oxygène sur la planète bleue, parce qu'elle est bleue, eh bien cette production d'oxygène, c'est 50 à 75% de l'oxygène produit par le phytoplancton qui est dans l'océan. C'est pas seulement les forêts et la forêt amazonienne. Et cette production d'oxygène qui absorbe en même temps 93% du carbone,
93% de l'excès de chaleur de la planète. Donc l'océan a des fonctions vitales pour l'espèce humaine. Pas seulement le poisson que 30% des hommes consomment. C'est la première source de protéines pour 30% des hommes. Il dépend des coraux. Une raison simple. Puis après, on va peut-être définir ce que sont les coraux pour nos amis. Peut-être pour nos auditrices et nos auditeurs. Une raison simple, c'est qu'un quart des poissons, les petits poissons, vivent et se réfugient dans les coraux. Pourquoi ? Parce qu'ils sont urticants, ils ont des tentacules, ils présentent énormément de petites caches, et les petits alevins grandissent là-bas avant de devenir plus grands et d'aller en pleine eau, au milieu de l'océan. Et donc, un quart de la vie marine grandit et est à l'abri dans ces coraux. Si on les détruit, on a un problème avec la vie marine, mais on a aussi un problème avec l'homme. Alors, qu'est-ce que c'est que le corail ? Les gens pensent souvent que le corail, ça ressemble à de la pierre. Oui, okay, on pense et c'est faux. Bien évidemment, on pense que c'est du minéral. On voit même parfois des touristes qu'on est obligé de sermonner gentiment et de leur rappeler que les coraux sont des animaux vivants. Ce sont des polypes. À l'intérieur, il y a une algue qu'on appelle la zooxanthelle qui vit à l'intérieur, qui lui donne sa couleur et qui le nourrit. C'est un exemple de symbiose. La couleur, c'est plutôt rose. Alors rose, jaune, vert, bleu, on a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sous l'eau. Avec une vraie question amusante, c'est que comme on perd les couleurs sous l'eau, au bout d'un moment, on les voit toutes marron, bleu comme ça. Mais dès qu'on éclaire avec une lampe de plongée, on voit des couleurs chatoyantes, absolument incroyables. C'est un spectacle féerique. Quand on est dans l'observatoire marin, on le voit très très bien. Oui, exact. Alors, ces coraux donc, sont des animaux de quelques centimètres jusqu'à 3 km de long. Ils ont une fonction fondamentale pour la biodiversité. Et ils ont une fonction également de nous protéger des tsunamis, de protéger les côtes humaines. Et quand on sait, Lise, que 60% de la population mondiale vit au bord des côtes et que la température augmente et que le niveau des mers augmente, sans les coraux, eh bien, on aurait une grande partie du littoral qui serait détruit et on aurait 60% de la population mondiale qui serait en difficulté. D'où l'importance des coraux, entre autres sur la côte sud d'Israël, à Eilat, et qui protègent, en fait, d'après ce qu'on comprend. Tout à fait. Donc, on a ce qu'on appelle un récif frangeant qui protège toute la côte d'Eilat, puisqu'il est le long, il suffit de se mettre dans l'eau avec un masque, des palmes, et on n'a pas besoin forcément de prendre une bouteille de plongée et d'aller en grande profondeur. On voit les poissons perroquets au bord de l'eau, on voit des petits némos au bord de l'eau, on voit des poissons papillons. Moi, ce que j'adore, c'est la passion que vous exprimez et la façon dont vous nous la communiquez. On y est là, on est dans l'eau à Eilat. Si vous voulez, quand je vous raconte ça, je vois les yeux des enfants à qui je fais faire un baptême, ces yeux émerveillés. Il y a toujours difficile de passer de l'extérieur, où on respire avec notre nez, notre bouche, à un moment où on va respirer par la bouche et on va être sous l'eau. Bien sûr. Mais il y a un moment où les enfants s'abandonnent totalement. Pour les adultes, des fois, c'est un peu plus long, il faut quelques minutes. Mais les enfants, dès qu'ils voient les premiers poissons venir près du masque, c'est l'émerveillement. C'est un spectacle de féerie. C'est un rêve éveillé. Je dis toujours, c'est comme si on était invité après la création du monde et puis qu'on voyait le monde intact tel que, bien évidemment, la nature peut nous l'offrir avec toute sa beauté, sa luxuriance, ses couleurs. C'est absolument incroyable. Alors, quelle est la particularité des coraux d'Eilat ? Peut-être le secret, puis on parlera un petit peu des activités de la Fondation. Ces coraux, ils sont très au nord, on a dit. Bien plus au nord que les tropiques. La température à Eilat est chaude, vous le savez. Chaude et sèche, c'est mieux qu'à Tel Aviv. Moi j'ai du mal à Tel Aviv parce qu'on est tout de suite mouillé. C'est humide, alors qu'à Eilat, c'est très sec. C'est très sec, on n'a pas envie de faire une douche au bout de 200 mètres. Non, c'est vrai. Parce qu'on a le désert qui réchauffe et on a la mer qui nous rafraîchit. Bien sûr. Ces coraux, ils sont très au nord. Normalement, il ne devrait pas y avoir de coraux, parce que les coraux vivent entre 18 et, on va dire, 22-23 degrés. Or, à Eilat, on monte à 30 degrés dans l'eau. Facile, oui. Or, on souffre du réchauffement climatique. Tout le monde parle du réchauffement climatique et du blanchiment des coraux. C'est vrai aux Maldives, c'est vrai en Australie. On a 50 à 70% des coraux qui sont détruits sur la Terre aujourd'hui. Les coraux d'Eilat survivent. Ils sont relativement en bon état. Bien qu'on ait eu un terrible tsunami il y a 1 an et demi, un soufa, on dit en hébreu, un mini tsunami, qui a détruit 30% des coraux entre 0 et 6 mètres, à peu près 10 mètres. Mais ils sont en bon état. La raison est la suivante. D'après les chercheurs... En fait, ça a protégé les coraux, quand même, protégé que ce soit plus grave. Bien évidemment. Mais ces coraux israéliens sont des super coraux. Alors, si j'osais une métaphore, je dirais les Juifs ont beaucoup souffert au cours de l'histoire et ils sont adaptés à différentes situations pour survivre et développer leurs capacités. Les coraux d'Eilat qui sont juifs, pourquoi pas Les coraux d'Eilat sont super résistants, c'est ce que disent les chercheurs. Et l'explication, Lise, elle est liée à ça. Elle est liée au fait qu'ils viennent de l'océan Indien. Et petit à petit, au cours de dizaines de milliers d'années, ils ont grimpé cette mer inhospitalière parce qu'elle monte à 30 degrés, à 22 degrés, ils meurent, les coraux, 23, 24. Et ils sont capables de résister à 30 degrés. Et dans le centre universitaire, à côté de l'observatoire sous-marin, il y a un centre universitaire exceptionnel où il y a beaucoup de jeunes Français, des Belges. La francophonie est très présente à Eilat. Je ne suis pas le seul instructeur non plus en français. Il y a des chercheurs et ces chercheurs ont prouvé que ces coraux résistent à plus d'acidité, à des métaux ferreux. Ils résistent à une hausse des températures. Et Lise, ces coraux, on peut les rebooter. C'est-à-dire qu'on peut couper une branche de corail,
la soigner en aquarium et la replanter potentiellement aux Maldives, en Australie, et repeupler les récifs coralliens. Et c'est ce qui se fait ? Alors, on fait de la recherche, on développe ça, on a un partenariat éducatif. Donc, je viens un peu sur la fondation avec... parce que le temps passe très vite. Avec un collège, en France, on travaille avec le collège Pasteur à Mantes-la-Jolie, avec des jeunes qui sont en éducation prioritaire. Donc, quand vous dites « on », c'est votre association c'est la fondation qui s'appelle Ocean Citizen, qui vient en France, qui fait des partenariats avec des lycées et des collèges, avec des établissements supérieurs, et on fait un programme autour de l'océan, de la mer Rouge, d'Eilat et des coraux d'Eilat. C'est-à-dire que les enfants font des mosaïques, ils font des fresques, ils apprennent sur le poisson-lion, sur le dauphin, ils s'expriment en anglais, ils découvrent la plongée sous-marine, on fait des baptêmes en piscine, et puis quand on le peut, malheureusement avec le Covid, c'est pas possible depuis 2 ans, on les emmène à Eilat, ils font le premier brevet de plongée, le niveau 1, au club Aquasport avec nous, et ils reviennent en France en ayant un diplôme de plongée, en ayant nettoyé les plages, nettoyé les fonds marins, et ils sont les ambassadeurs quelque part d'Israël, et de cette capacité incroyable que l'État d'Israël recèle, que la terre d'Israël recèle, à savoir ces coraux qui intéressent l'ensemble de la planète au niveau scientifique, parce que c'est un enjeu majeur. Là justement, le programme, il va avoir lieu en France. Oui. Du coup, comme on ne peut pas venir pour l'instant. Les enfants à Mantes-la-Jolie ont travaillé toute l'année. Ils ont fait, par exemple, des étoiles de mer en plastique avec du plastique recyclé. À défaut de les emmener dans l'aquarium marin d'Eilat, on les a amenés à Nausicaa, donc à Boulogne-sur-Mer. Et donc, ils ont vu aussi des raies mantas. Ils ont vu ce qu'on voit en mer Rouge, parce que l'aquarium est fantastique à Boulogne-sur-Mer. Ils ont nettoyé les bords de Seine, les bords du collège. Et on fait le même programme en parallèle en Israël avec des enfants israéliens, à Eilat notamment. À Eilat, on a la chance de ramasser les coraux cassés en mer. Ces coraux qui ont été abîmés, ils ont pris un coup de palme, quelqu'un a marché dessus, et on les nettoie en aquarium, on les réimplante. Et donc on est en plein dans cette recherche. On a des chercheurs qui s'intéressent également aux molécules sur les maladies, et on fait le même programme, un programme donc Ocean Citizen ambassadeur, être ambassadeur des coraux sur la planète. Alors c'est extraordinaire. Vous avez un site ? On a un site internet qui s'appelle Ocean Citizen, on a une page Facebook qui s'appelle aussi Ocean Citizen avec un S à la fin, citoyen de la mer. On a un compte Instagram avec 7000 personnes et on a beaucoup de gens, près de 40 000 personnes qui nous suivent sur les réseaux. Et on a le soutien de la radio. Et c'est l'occasion, Lise, pour vous dire merci. Radio J, bien sûr, on est sur le coup parce que c'est tellement passionnant. Voilà. Alors, moi, je voudrais savoir, au niveau écosystème menacé en Israël, est-ce que vous avez l'impression qu'on est peut-être plus avancé qu'en France au niveau recyclage, à tous ces niveaux? Alors on a une loi par exemple à Eilat qui est extraordinaire, c'est l'interdiction des plastiques à usage unique. Ah, ça c'est bien. On a fait voter cette loi avec énormément de lobbying, parce qu'on fait aussi ça, on discute avec des députés de la Knesset qui plongent et qui sont amoureux d'Eilat. Malheureusement le Covid est venu chambouler tout ça. Pourquoi ? Parce que dans le Covid on ne veut pas que les gens boivent dans le même verre ou dans un verre qui a été lavé sommairement, et donc on a réintroduit malheureusement du plastique. Les effets sont terribles, Lise, parce que par exemple les tortues de mer, on en trouve certaines mortes étouffées, mortes de faim, parce qu'elles ont ingéré un sac plastique qu'elles ont confondu avec une méduse. Et donc ça bloque l'œsophage, ça leur bloque le système digestif. Et si on ne le fait pas à temps, et donc il y a une alerte en Israël, on a trouvé ça la semaine dernière sur les plages, on a trouvé une tortue de mer qui était malade. Quand on voit une tortue au bord de la plage, c'est qu'elle ne va pas bien. Et donc il faut appeler les spécialistes du Reshut Tevat Haganim, donc les gens qui sont les spécialistes de la réserve naturelle. Et souvent on les opère, ces tortues, on enlève les plastiques et on leur permet de manger à nouveau et de vivre à nouveau. Donc ces plastiques, ils finissent malheureusement soit directement dans les poissons. Les dauphins parfois se coincent également le museau dans du plastique. Les poissons en ingèrent, soit du microplastique qui se dégrade et qu'on retrouve par exemple, c'est terrible, c'est une enquête scientifique la semaine dernière, dans les selles de bébés, on a 10 fois plus de microplastique que la base. Donc vraiment, il faut faire attention, il faut recycler son plastique. Et puis venez à Eilat plonger, venez nous voir. Ça, et soutenez Ocean Citizen. On demande pas mieux, on y va direct dès qu'on pourra. Je pense que là, ça va être un tsunami aussi d'afflux touristique en Israël et avec bonheur. Alors, David Onona, je sais que vous revenez en novembre. On refait une émission. Ce sera avec plaisir, Lise. C'est tellement passionnant, tout ce que vous nous apprenez. Et puis, on peut aller aussi sur la page Facebook, je crois, d'Israël, sur Instagram. Sur Israël Archéologie, sur Shoah et Mémoire. Et sur Ocean Citizen. Et j'ai envie de dire depuis Israël, parce que c'est un peu d'Israël que j'ai amené ici, beaucoup les Traot, à bientôt à tous vos auditeurs et auditrices. Merci les Traot, à très très vite. Merci David Onona. À vous, merci Toda.